Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur la CRTV, station régionale du littoral. Nous sommes le samedi 10 octobre 2015 et c'est la journée mondiale de la santé mentale, la 75e édition qui se célèbre ce jour. La santé mentale qui est une question de santé publique et qui pose beaucoup de problèmes à un bon nombre de citoyens. Alors aujourd'hui, une émission spéciale sera consacrée à cette santé mentale. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce que ça se gère? Comment ça se passe la prise en charge? Nous allons en parler avec plusieurs invités que nous allons recevoir au cours de cette émission spéciale. Dans un premier temps, nous allons recevoir le docteur Elisabeth Fon. Docteur Elisabeth Fon, bonjour. Bonjour, merci. Alors, vous êtes de la délégation de la santé publique du littoral. Lorsqu'on parle de la santé mentale, à quoi ça renvoie concrètement? Je voudrais déjà signaler que le thème de cette 75e édition est la dignité de la santé mentale. Lorsqu'on parle de santé mentale, ça renvoie à quoi précisément? Merci. Souvent, quand on parle de la santé mentale, tous les gens pensent au fou. C'est-à-dire, ils pensent que la personne qui a un problème de santé mentale, c'est celui qui marche nu dans la rue. Or, ce n'est pas ça. La santé mentale, c'est plus large. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 350 millions de personnes dans le monde, chaque année. Dans le monde? Oui, dans le monde, oui, qui souffrent de la santé mentale. Bon, vous allez me demander au Cameroun. Au Cameroun, les psychiatres, c'est à peu près 50 personnes par jour par centre de prise en charge. C'est énorme. Ouais. Si vous multipliez ça. Donc, il y a différents stades de santé mentale et c'est ici le lieu de sensibiliser la population sur son ampleur. On va certainement en parler, mais je voudrais quand même qu'on essaye un peu d'insister sur ce concept de santé mentale. Vous avez dit qu'il y a plusieurs manifestations. Ce n'est pas celui qui marche nu en route. C'est donc quoi finalement, lorsqu'on dit que vous êtes un malade mental? Donnez-nous quelques images, quelques exemples. Ok, disons que c'est la première cause d'invalidité chez les jeunes de moins de 18 ans, moins de 19 ans. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on voit les jeunes en route. Il y a le problème de toxicomanie, il y a le problème d'alcoolisme et c'est la première cause des accidents chez les jeunes, première cause de suicide chez les jeunes. Tout ça, santé mentale, stress, santé mentale. Et donc, vous pouvez commencer à voir les gens qui sont déprimés. La dépression, c'est aussi une manifestation de la santé mentale. Oui, des problèmes au niveau de la santé mentale. Donc, si vous comprenez ça, vous allez voir que savoir même que quelqu'un a un problème de santé mentale, c'est déjà difficile. Vous êtes à la maison avec votre jeune enfant de 18 ans. Il se retire, il ne socialise plus, il ne sort plus, il est dans sa chambre en train de surfer sur le net, il est seul à lui. Il souffre d'un problème de santé mentale. Oui, il souffre d'un problème de santé mentale. Et si on ne fait pas attention, un jour, c'est le suicide qui va réveiller l'attention de tout le monde. D'où ça peut venir? Ça veut dire que chacun d'entre nous, finalement, est peut-être un malade mental à son petit niveau. Ah oui. Parce que il faut d'abord savoir si on est déprimé ou pas. Si on n'a plus le goût pour la vie, si on est mécontent, si on ne dort pas bien, si on n'arrive pas à manger, on a perdu l'appétit, on perd le poids. Et puis, souvent à l'hôpital, il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien, on fait tous les tests, il n'y a rien. C'est parce que la personne souffre d'une dépression. Et il y a le stress dans la société. Il y a beaucoup de stress dans la société. Et notre tissu de soutien familial est déchiré en quelque sorte. Il n'y a pas beaucoup de parents qui restent à la maison pour parler, aux enfants, dialoguer avec leurs enfants. Ils sont sortis du matin au soir. Donc le jeune est laissé à lui seul, il a des problèmes, il veut parler à quelqu'un, mais il n'y a personne. Donc c'est difficile. Dans ce studio également, une deuxième invitée, il s'agit de Madame Takou Bibiana. Bonjour.
Bonjour. Alors, vous êtes directrice des programmes de GBM Foundation, c'est bien ça? Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, cette ONG GBM Foundation? GBM Foundation, c'est l'initiale de mon fils, Gabriel Bambachambiao, qui était mort en août 2004, le 2 août 2004 aux États-Unis, et qui a vécu avec l'épilepsie, éventuellement une dépression nerveuse. Et alors, c'est ça qui nous a motivés de créer une fondation en son honneur pour appuyer et accompagner les gens qui vivent les mêmes réalités que lui, il avait vécues, pour améliorer leurs conditions. Cette fondation, elle existe depuis combien de temps? Depuis une année. Une année, oui. Oui. C'est depuis septembre 2014. Mon fils étant mort en août 2014. Alors, cette fondation, elle a certainement des ambitions au moment où vous la créez. Est-ce que c'est tout simplement pour garder la mémoire de votre fils, ou alors il y a quelque chose véritablement en dessous dans votre processus, dans vos différentes manifestations? Disons garder sa mémoire, mais d'une façon autre. Quelle est cette façon? Nous avons vécu ces réalités. C'était très triste. Et alors, ce que nous cherchons à faire, c'est pouvoir accompagner et aider les autres qui vivent les situations qu'il avait vécues pour que ce soit mieux. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Quand on parle de l'épilepsie, et puis on parle aussi de la santé mentale, oui. Les deux sont étroitement liés parce que l'épilepsie, ça commence au niveau du cerveau, et très souvent, si ce n'est pas bien soigné, ça aboutit aussi à un problème mental. Et alors, parce qu'il a vécu toutes ces manifestations, et nous avons vu qu'il a été stigmatisé et parfois même abusé. Et on a compris la peine que vivent ces genres de personnes, et on était déterminés en son honneur, en sa mémoire, à voir ce qu'on peut faire à travers la sensibilisation et l'accompagnement, et même parfois le financement, et parfois aussi les plaidoyeries, pour voir comment on peut travailler avec d'autres partenaires, des personnes concernées. Vous avez suivi tout à l'heure la délégation des affaires de la santé publique. Alors, le gouvernement de la République du Cameroun, par exemple, pour voir comment on peut faire avancer les choses pour pallier ces genres d'impact des maladies sur des personnes vulnérables, qu'on rend beaucoup plus vulnérables en stigmatisant. Alors, comment vous-même, vous avez vécu cette situation? Elle a duré combien de temps à peu près? Mon fils a vécu 18 années dans cette situation. Ça a commencé par l'épilepsie, et dans un premier temps, on n'accepte pas et on commence à penser c'est la sorcellerie, et il faut voir les guérisseurs, et il faut. Et après, maintenant, les comprimés d'un docteur à l'autre, les comprimés qui s'achèvent pas. Éventuellement, alors maintenant, la dépression qui vient, et puis il vit tout le jour avec les remèdes, et puis il se retire, comme le docteur a dit tout à l'heure, sur lui. Mais avant de mourir, vraiment, il était une personne qui vivait isolée, complètement isolée. Oui. Et ça veut dire qu'il y a peut-être cette connaissance qui a manqué, c'est-à-dire l'encadrement d'un enfant dans une telle situation. C'est exact. Parce que dans un premier temps, on ne reconnaît pas, on ne comprend pas. Et puis, l'amener à s'ouvrir pour expliquer ce qui se passe, lui-même n'étant pas très conscient de ce qu'il vit, c'est très, très difficile. Ce n'est qu'à sa mort que j'ai beaucoup lu et j'ai fait beaucoup de recherches. Et aujourd'hui, si je vois un enfant, quelqu'un qui vit cette situation, je peux immédiatement dire que cette situation est semblable à la situation que mon fils a vécue. Alors, docteur Elisabeth Fon, je reviens à vous. Voilà un cas patent, un témoignage assez poignant. Mais beaucoup, dans l'entendement, ne pensent pas que l'épilepsie, s'il faut prendre ce cas, l'épilepsie, ce n'est pas une maladie mentale, parce qu'on se dit que quand on parle de maladie mentale, ça se passe dans la tête essentiellement. Alors, comment comprendre véritablement qu'un enfant est en train de grandir avec des problèmes de santé mentale? Vous savez, souvent, c'est difficile pour les familles d'accepter ça. Et c'est pour ça que souvent, les enfants qui sont épileptiques, ils sont même carrément emprisonnés dans leur maison. Il y a des cas comme ça. Au lieu d'amener l'enfant à l'hôpital, les parents commencent à se culpabiliser. Ils pensent que peut-être ils ont fait quelque chose, ils ont honte.
Donc, ils enferment l'enfant à la maison. Et ça aggrave la situation de l'enfant. Parce que s'il n'est pas accepté, la personne qui est épileptique, qui a un problème mental, s'il n'est pas accepté, s'il n'a pas la dignité, ça va aggraver sa situation. Donc, un enfant comme ça qui a l'épilepsie veut être compris. Et puis, quand on l'amène à l'hôpital, parce que c'est un trouble chimique. Ok. Ah oui, parce que ça, il fallait justement le comprendre. Oui. Il fallait qu'on le comprenne. Oui, c'est un problème. On appelle ça en anglais chemical imbalance. C'est-à-dire, les substances chimiques qui doivent faire fonctionner normalement le cerveau, il n'y a pas ce bon fonctionnement. Il y a une décharge électrique du cerveau qui fait en sorte que les muscles maintenant commencent à se contracter et il y a des convulsions, il y a des convulsions, le bavage et tout ça. Donc, si les parents comprennent ça, ils vont savoir que ce n'est pas de leur faute. C'est pas de la faute de l'enfant non plus. Il faut l'amener à l'hôpital pour qu'on corrige cette chemical imbalance, ces troubles chimiques. Oui, mais ça se manifeste à la jeunesse ou à l'adolescence ou alors quand l'enfant a déjà un certain âge. Est-ce qu'à 3 ans, 4 ans, on peut déjà voir que cet enfant est épileptique, s'il faut parler de l'épilepsie? Oui, bon, chez les enfants, on parle de la convulsion. Oui. Oui. Ah, parfois, quand l'enfant est né dans des conditions qui ne sont pas très bien, anoxie cérébrale, c'est-à-dire l'enfant a souffert dans le canal vaginal et il n'est pas sorti à temps, un accouchement difficile, il y a une anoxie cérébrale, c'est-à-dire le cerveau n'avait pas assez d'oxygène et l'enfant commence à avoir les convulsions même dès la naissance. Parfois, c'est la fièvre qui augmente trop de température dans le cerveau, il y a les convulsions. Et si ces convulsions ne sont pas prises en charge à temps, il y a des troubles après, les cicatrices cérébrales et les convulsions après. Donc, tout ça peut amener un enfant à commencer les convulsions, l'épilepsie. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Idiopathique. Un enfant qui était bien, sans problème, subitement, il développe l'épilepsie. Ou d'autres maladies mentales. Comme j'ai dit, c'est les troubles chimiques. Alors, quelles sont les maladies mentales qu'on retrouve le plus au Cameroun, c'est-à-dire les manifestations les plus récurrentes au Cameroun actuellement? Je vais commencer par dire le stress. Le stress. C'est déjà... Ça, c'était un mot qu'on pensait être pour les Européens, pour les Occidentaux, et aujourd'hui, on entend beaucoup parler du stress. Mais vous comprenez que les conditions qui ont amené les Européennes à être stressés se retrouvent aujourd'hui au Cameroun, n'est-ce pas? Les mêmes conditions se retrouvent ici. Donc, on a le stress, comme chez eux aussi. Le stress, c'est déjà une manifestation des troubles qui se passent ici dedans. Dans la tête. Oui, tu ne te sens pas bien, tu ne dors pas, tu es fâché contre tout le monde, tu tapes sur la table, tu casses le téléphone. Mais on se dit que ça, c'est des réactions tout à fait normales. On dit, il est difficile, hein. On dit, le type là, il est difficile, hein. Il est très dur, hein. Mais c'est une manifestation de stress. C'est des problèmes mentaux qui commencent. Ça, c'est le stress. Ça, c'est le stress. Et puis, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, arriver à un stade où c'est la dépression, carrément, avec des manifestations. Ça peut arriver au stade de schizophrénie. Encore, comme j'ai failli dire, une maladie qui nous vient de l'extérieur, parce que c'est des mots qu'on n'entendait pas beaucoup au Cameroun, oui, il y en a. Mais il y en a au Cameroun. Seulement qu'il faut faire le diagnostic, il faut d'abord aller à l'hôpital, d'abord reconnaître même. Comme elle disait, c'est quand son fils est mort qu'elle a commencé à faire des recherches, à étudier et savoir que c'était les manifestations que l'enfant avait. C'est-à-dire, il s'est retiré sur lui-même, il voulait s'isoler. C'était déjà une manifestation d'un trouble mental. Ouais. Madame Taku Bibiana, je reviens à vous. Alors, la fondation GBM Foundation, aujourd'hui, vous n'êtes qu'à une année d'existence. Entre ce moment-là où vous avez décidé de vous lancer et aujourd'hui, qu'est-ce qui a déjà été fait pour que les uns et les autres, ne serait-ce que dans votre entourage, comprennent l'importance de la bonne gestion d'une personne ou alors de la bonne prise en charge d'une personne vivant avec une maladie mentale? Nous avons beaucoup fait déjà notre programme pilote et dans les BLM,
qui est... Dans le sud-ouest? Dans le sud-ouest, oui. Et dans ces villages, on collabore déjà avec un hôpital de la place, avec l'appui d'un neurologue pour amener plusieurs épileptiques à pouvoir être mieux diagnostiqués, pour mieux connaître leurs conditions, afin d'identifier les traitements qui puissent les aider à être équilibrés. Alors vous concentrez sur l'épilepsie seulement parce que non, pour le moment, on commence par l'épilepsie. D'accord. Et à travers l'épilepsie aussi, on rencontre certaines épileptiques déjà qui ont des problèmes mentaux. Et par rapport aux problèmes mentaux, on a commencé la sensibilisation et cette émission, c'est la première émission qu'on va utiliser. Et on aurait beaucoup plus encore par rapport aux problèmes mentaux et par rapport au bien-être des personnes qui vivent avec les problèmes mentaux, pour mettre un accent sur la dignité des personnes vivant avec les problèmes mentaux. Puisque, comme avait dit le président de la Fondation mondiale pour les problèmes mentaux, c'est-à-dire la stigmatisation d'une personne qui souffre déjà d'une maladie, c'est l'absence de la dignité. L'absence de la dignité des deux parties, la personne qui subit et même vous-même qui stigmatisez, c'est une absence de dignité de votre part. Donc, alors, nous voulons faire beaucoup plus de sensibilisation pour amener des gens à comprendre, à voir comment empathiser avec des personnes qui vivent de ces situations pour mieux les accompagner au lieu de les rejeter. Oui. D'accord. Je crois que de toutes les manières, nous sommes encore, on aura le temps d'évoquer les perspectives de votre fondation, mais on a comme l'impression, comme toutes les fondations, qu'il va se poser un problème de moyens. Est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour faire de cette mission une mission réussie? Pour le moment, les moyens sont surtout individuels, mais aussi de certains amis et sympathisants. Puisqu'on n'a pas nécessairement des moyens financiers, hein, un ensemble de partenaires et tout le reste. Oui, ça c'est vrai. Et puis nous pouvons dire que pour le moment, on arrive à faire, à mener les représentants des pouvoirs publics à nous accompagner à travers leur disponibilité. Actuellement, vous voyez la délégation de la santé publique qui est ici. Dans le sud-ouest, on a eu aussi la même collaboration. Les affaires sociales aussi, on a eu aussi de la même collaboration ici, on est en train de la voir. On a aussi le travail, on est en train d'avoir cette collaboration. Et même parmi les médecins aussi, il y en a qui se rendent assez disponibles presque pour rien pour pouvoir nous accompagner. Mais je sais, ça ne peut pas continuer comme ça, par exemple, pas pour les médecins, mais nous espérons que le gouvernement, à travers ses démembrements, va continuer à pouvoir nous accompagner à travers la disponibilité de ces représentants, tels que le docteur Fon que nous avons ici, et puis les affaires sociales et le travail. D'accord, nous allons justement les recevoir dans un instant et nous allons vous retrouver dans le cours de cette émission spéciale. Alors, docteur Fon Elisabeth, je vais terminer avec vous. Au niveau de la délégation de la santé publique, au niveau du ministère même, j'ai failli le dire ainsi, de la santé publique, est-ce qu'il y a une politique particulière dans la prise en charge des personnes souffrant de maladies mentales? C'est sûr, je parlais avec le docteur John ce matin, qui est psychiatre, avec le docteur Fotso, qui est aussi psychiatre ici dans le littoral. Ils avaient commencé un travail de pouvoir commencer par recenser le nombre de personnes qui ont des troubles mentaux au Cameroun. Ces personnes, c'est qui? Les fous, comme on dit, les folles qu'on voit en route? Non, ce n'est pas les fous, les gens qui viennent consulter dans les centres. Parce qu'il faut déjà avoir le courage même déjà d'aller se faire consulter. Oui, hein? Il faut que les parents reconnaissent les changements dans le comportement de leurs membres de famille pour pouvoir les amener à l'hôpital. Alors faites le recensement. Oui, il faut ce recensement, on voulait faire parce qu'il y a quand même des prises en charge qui sont différentes. Parce que comme je dis, il y a des malades qui sont du jour au lendemain vraiment bien. C'est-à-dire quelqu'un qui était fou, entre guillemets, et il va à l'hôpital, on lui donne le traitement, les injections, et le lendemain, il est bien. Parce que le problème qu'il avait est corrigé. Donc, les substances chimiques qui lui manquaient sont corrigées. Non, mais il faut d'abord
recenser ces gens et savoir ce que le gouvernement peut faire. Parce que c'est quand on réveille l'attention des pouvoirs publics que c'est un problème de santé publique. L'ampleur est grande. Il faut faire quelque chose. Que maintenant, ils vont commencer à penser, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous, vous les techniciens, dites-nous ce qu'on peut faire. Et puis maintenant, les médecins vont dire, voilà, si vous faites ceci, si vous subventionnez les médicaments, comme on a fait à peu près pour les gens qui souffrent du VIH, de la tuberculose, pour le palu et tout ça. Il faut d'abord connaître le problème en chiffres et puis voir ce qu'on peut faire. Mhm. Bien, merci docteur Elisabeth Fond d'être passée. Merci de nous avoir éclairé sur, je rappelle que vous représentez la délégation régionale de la santé publique du littoral. Merci pour ces éclairages et nous espérons que ceux qui nous ont écoutés vont prendre la peine de se faire consulter en cas de signal dans ce sens-là, oui. Car il est très important de savoir que c'est des problèmes qui peuvent être gérés, c'est ça? Lorsqu'on souffre de maladie mentale, ça peut se gérer? Ça peut se gérer, ça peut se soigner. Sûr. Ça peut se soigner, on peut devenir, il y a des moments où on prend des injections chaque semaine. C'est comme pour l'hypertension artérielle. C'est une maladie comme n'importe quelle maladie. Il faut savoir qu'on a cette maladie, accepter qu'on a cette maladie, se faire soigner, se faire suivre, et puis on va mener une vie normale. Ça veut dire que si on est fou, entre guillemets, là, en route, on le voit, on peut redevenir normal? Ah oui. Parce que vous savez que lorsqu'on parle de santé mentale, c'est le fou qu'on voit. Alors, on peut être fou, comme on dit, et être normal quelque temps après. Il suffit que la famille reconnaisse ça, amener la personne à l'hôpital, le soutenir. Parce que le soutien familial est très important. Il ne faut pas le rejeter, il ne faut pas le stigmatiser. Il a besoin de ça. Si on lui donne ce soutien, on lui donne les médicaments, ça va. Il va redevenir normal. C'est sur cette note d'espoir que nous allons vous remercier. Une fois de plus, merci d'être passé. Madame Takou Bibiana, elle va rester avec nous. Nous allons recevoir dans un instant 2 autres invités qui vont nous parler des aspects assez spécialisés de la prise en charge des personnes vivant avec des maladies mentales. Merci d'être passé. Merci. Également avec nous dans ce studio, Madame Merci Fon, bonjour. Bonjour. Vous représentez la délégation régionale des affaires sociales pour le littoral et vous êtes certainement très concerné par la célébration ce 10 octobre de la 75e édition de la Journée mondiale de la santé mentale. Au niveau de ce département ministériel, la prise en charge de la personne vivant avec une maladie mentale, est-ce que ça existe? Comment ça se passe de ce côté? Oui, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Le ministère des Affaires sociales, à travers la délégation régionale des affaires sociales, s'implique fortement dans les problèmes de santé mentale parce que la personne malade est une personne socialement vulnérable. Et à travers des programmes qu'on a élaborés, le ministère donne un appui psychosocial pour la personne et pour la famille. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, c'est la personne malade mentale est souvent rejetée. Oui. Par la famille, par la communauté. Et le regard que tout chacun porte sur la personne malade mentale n'est pas très positif. Alors tout à l'heure, avec le docteur Elisabeth Fon, on a essayé de comprendre exactement ce qu'on peut entendre par santé mentale pour celui qui souffre d'une maladie liée à la santé mentale. Au Cameroun et peut-être ailleurs, on a toujours pensé que celui-là, c'est celui qui souffre de cette maladie, c'est un fou. Est-ce qu'au ministère des Affaires sociales, on fait la différence entre le fou, comme on dit vulgairement, et celui qui est stressé, celui qui est épileptique et qui souffre d'une autre manifestation de cette maladie-là? Aux affaires sociales, nous, on sait que toute personne, tout être humain doit être respecté. Mais après diagnostic par le ministère de la Santé, parce que c'est la confusion qu'on fait très souvent, on croit que la malade mentale,
ou la personne qui souffre de déficience ou de challenge mental est une personne hors norme. Ouais. Mais très souvent, on s'appuie beaucoup plus sur le diagnostic du ministère de la Santé publique. Oui. Parce que celui qui est habilité à déclarer qu'une personne est une personne malade. Le ministère des Affaires sociales ne fait qu'accompagner cette personne après diagnostic. Donc nous n'avons pas cette expertise pour déclarer qu'une personne est malade. Mais d'après nos recherches, puisqu'un travailleur social, c'est quelqu'un qui est holistique, d'après nos recherches, on peut quand même soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça relève du ministère de la Santé de poser un diagnostic. Alors ici dans la région du littoral, quel peut être l'état des lieux de ces personnes vivant avec une maladie mentale? Est-ce qu'on en rencontre beaucoup? Est-ce que vous en accompagnez? Est-ce qu'ils sont nombreux que vous accompagnez ici dans le littoral? Comment se présente cet état des lieux? Oui, très souvent, quand on marche au bord de la route, on voit les personnes vraiment dans la dernière phase qui dorment dans la rue. Oui. Mais on constate qu'il y a aussi dans les poubelles, mais on constate aussi qu'il y a même des gens qui sont en veste, mais qui sont des malades mentales. Oui. Donc, ce n'est pas à nous de faire cette différence-là. Mais on sait. Mais vous-même au niveau de la délégation, oui, on reçoit ce cas-là. Travail au quotidien, oui. Est-ce que cet accompagnement existe et à quelle fréquence? Oui, beaucoup. Chaque jour, au niveau de la délégation régionale, on reçoit ce malade, soit accompagné, soit ils viennent seuls. Notre rôle, c'est de les orienter vers les hôpitaux ou les centres de santé pour un diagnostic. Et les affaires sociales ont des services d'action sociale dans presque tous les hôpitaux de la place. Donc, on fait la liaison sociale, c'est une technique d'affaires sociales, vers les hôpitaux. Par exemple, à l'hôpital La Quintini, là où il y a un service psychiatrique, il y a un service d'action sociale. Soit si la personne n'est pas accompagnée, un TS l'accompagne et fait la liaison sociale avec le service logé dans l'hôpital qui va faire le suivi de cette personne. Mais si la personne a une famille, très souvent, on va jusqu'à identifier, même si c'est possible, si la personne est ouverte pour communiquer. Parce que très souvent, ils sont fermés, c'est-à-dire ils ne sont pas cohérents. Mais quand il est quand même cohérent, on peut identifier sa famille et on va toujours faire la liaison sociale pour pouvoir retrouver la famille. Mais si ce n'est pas possible, on travaille aussi avec les mairies. Alors, je reviens à vous dans un instant. Le temps pour moi de me tourner vers monsieur Tefouet David. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous approchez du micro. Vous représentez la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du littoral. À votre niveau, on imagine bien, là on va peut-être parler des travailleurs, de ceux qui sont déjà dans le monde du travail. Est-ce que vous en rencontrez souvent? Ceux-là qui souffrent d'une maladie mentale quelconque. Merci de nous avoir invités ce jour pour participer à cette table ronde et apporter le point de vue de la délégation régionale du travail et de la sécurité sociale sur le problème de la pathologie mentale. C'est difficile à dire parce que, vous savez, la pathologie mentale est pour le moment en milieu professionnel quelque chose d'encore tabou, à l'instar du sida il y a quelques années. Le sida qui n'est plus un tabou, hein? Oui, qui n'est plus un tabou aujourd'hui. Et nous espérons que, effectivement, à la fin, on arrivera à la même chose pour la pathologie mentale. Même si la santé mentale est arrivée avant le sida aujourd'hui n'est plus tabou. Et aujourd'hui, la santé mentale est toujours tabou au niveau des travailleurs. Justement parce que, à cause d'un certain nombre de raisons. La première, c'est qu'au plan légal, aucune disposition de la législation sociale ne fait référence à la santé mentale. Au plan managérial, on n'imagine pas un employeur organisant un test de recrutement et au terme du test, recruter un travailleur atteint d'une pathologie mentale. 3. Au plan sociétal, ça implique et ça induit, comme l'a dit l'intervenant précédent, une réaction de stigmatisation et de rejet. Donc, dès qu'on sait que vous avez des problèmes mentaux, naturellement, la société vous regarde autrement. Au plan individuel même, les raisons que j'ai citées par ailleurs induisent pour le travailleur un repli sur soi, pour le travailleur atteint d'une pathologie mentale, un repli sur lui-même.
Et à la fin, même une aggravation de son état parce que, en fait, étant l'objet d'un rejet, il continue à s'enfermer sur lui-même. Alors qu'en extériorisant le problème, en parlant, commençons à le faire aujourd'hui, on arrive à détaboutiser le problème et à installer dans l'opinion publique que c'est une maladie comme les autres. Est-ce à dire qu'au niveau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, on n'a toujours pas pu trouver le moyen de mettre à la disposition des uns et des autres des textes qui régulent un peu ce type de situation? C'est justement ce que j'ai dit. À la vérité, ça veut dire que c'est vous-même qui êtes à l'origine de la stigmatisation de ces personnes-là. Disons, je dis, l'absence de législation participe à cette stigmatisation. Parce que malgré les conventions internationales, j'ai dit, je ne trouve pas au niveau de la législation camerounaise une disposition spécifique portant sur la santé mentale, sauf lorsque cette santé mentale a un rapport socio-professionnel, c'est-à-dire que c'est une maladie que vous avez contractée dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle. En ce temps-là, c'est un problème qui est pris en charge par l'organisme de sécurité sociale qu'est la CNPS. Alors, comment est-ce que au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, on s'organise face à ce genre de situation-là? Est-ce qu'il y a un suivi des personnels? Disons, en réalité, un suivi, je dirais non, parce que le Code du travail, dans le traitement de la maladie, en général, dit que la maladie suspend le contrat du travail. Ouh là là, le contrat du travail. C'est quand même assez dur. Pour une durée maximale de 6 mois, pour envoyer le travailleur se faire soigner. En fait, par ses propres moyens. Sauf si au niveau de l'entreprise, il existe une mutuelle des travailleurs, auquel cas, elle prend une partie des frais. Ou alors si l'employeur, dans le cadre de la protection des travailleurs, a souscrit une assurance maladie. En ce temps-là, l'assurance maladie participe aux soins. Mais là, ça ne fait qu'enfoncer. Oui, ces personnes-là qui souffriraient éventuellement. Mais je ne vous dis pas qu'au terme de 6 mois, l'employeur est en droit de remplacer le travailleur, c'est-à-dire de recruter quelqu'un d'autre pour prendre sa place, ce qui signifie en réalité que le contrat de travail prend fin par le fait de cette maladie dont le travailleur souffre. Ça me fait croire que on aurait dû inviter dans ce studio un avocat pour nous dire. Mais là, je vais m'adresser maintenant à l'inspecteur du travail. Je crois que vous êtes pour demander pourquoi de telles dispositions alors que vous avez parlé de stigmatisation. Il ne mérite pas d'être stigmatisé. Pourquoi ce genre de... Je crois que la réponse à cette question revient aux politiques, que je ne suis pas. Je ne suis qu'un spécialiste chargé de l'application du droit, dont nous n'appliquons que les textes qui existent et pas autre chose. Alors, à votre niveau, déjà au niveau régional, ici dans le littoral, à Douala, est-ce que vous faites face à ce type de situation? C'est-à-dire des travailleurs qui régulièrement se font expulser, ils perdent leur boulot parce que ils ont eu des maladies. En fait, je vous ai dit que c'est la loi elle-même qui le prévoit ainsi. Oui. Le contrat est suspendu. Pendant une période de 6 mois, l'employeur continue à vous payer et au-delà de 6 mois, le contrat est supposé être rompu parce que vous êtes malade. Donc, à ce niveau, vraiment, nous sommes complètement dépourvus d'action. Je reviens à vous dans un instant. Le temps pour moi de me tourner vers Madame Merci Fon, qui est la représentante de la délégation régionale des affaires sociales. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez beaucoup de cas que vous rencontrez ici à Douala dans le littoral. Parlez-nous un peu du profil de ces cas-là. Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des adolescents? Est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est plus de femmes, plus d'hommes, plus de jeunes filles, plus de jeunes garçons? Dites-nous un peu à quoi ça ressemble le profil de ces malades. Par rapport aux cas que nous recevons à la délégation, c'est des cas qui peuvent se déplacer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus la tranche d'âge entre 20 et peut-être 50 ans. Mais pour les personnes âgées, on nous signale aussi des cas à domicile qui sont soit enfermés parce que la famille n'a pas les moyens de les amener dans les centres de santé. Et pour les enfants, parce que les statistiques nous montrent qu'un enfant sur 4 peut être un malade mental. Un enfant sur 10 et un adulte sur 4. Donc ça veut dire que les statistiques sont très fortes. Mais pour les enfants, ça paraît inquiétant quand même. Vraiment inquiétant. Ça, c'est les statistiques de l'Organisation de la santé. Mondiale de la santé, oui. Donc, pour les enfants qui ne peuvent pas se déplacer, très souvent,
ces enfants-là sont privés de tous les droits. On les enferme dans la maison. Au cas où ils vont même dans les écoles, ils sont rejetés. On reçoit même les plaintes des parents qui disent que l'enfant a été mis à l'écart parce que l'enfant souffre peut-être de l'autisme ou bien d'un trouble envahissant du développement. Donc ces enfants ont besoin d'un suivi spécial. Et très souvent, les coûts sont trop élevés et les parents ne peuvent pas s'en sortir. Donc ils trouvent la solution de les isoler ou de les enfermer complètement dans les domiciles. Et vous réagissez comment, vous, du ministère des Affaires sociales? C'est vrai que vous n'êtes pas gendarme, mais quand même, vous pouvez avoir un droit de regard sur le traitement de ces personnes-là, qu'on enferme et qu'on isole. Ça ne peut qu'aggraver leur état d'esprit, leur santé. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ce moment-là? Ce que le ministère des Affaires sociales fait, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation auprès de communautés. Ça ne suffit pas, la sensibilisation. On commence d'abord par là. Parce que beaucoup de gens évoluent dans l'ignorance. Je suis sûr que, comme au ministère du Travail, on sensibilise, on en parle depuis des centaines d'années. Mais il faut des mesures quand même assez concrètes. C'est un problème transversal qui coupe à travers beaucoup de départements ministériels. Dont les affaires sociales fait ce qu'il est habilité à faire et on laisse les autres ministères intervenir à leur niveau. On sensibilise. Et dans les centres hospitaliers où il y a les travailleurs sociaux, on oriente ce qu'on a pu identifier dans ce centre pour être suivi par les experts sociaux auprès des psychiatres. Alors tout à l'heure, on a parlé du profil, vous avez parlé des jeunes et des adultes. Au niveau de la parité homme-femme, vous rencontrez beaucoup plus quel type de personnes, beaucoup plus les hommes, dans les femmes? Le littoral. Dans le littoral, bien sûr. Oui, on rencontre beaucoup plus les femmes, les jeunes femmes. Oui. Et qu'est-ce qu'elles disent globalement? Qu'est-ce qui peut être à l'origine de la dégradation de leur santé mentale? C'est bon à savoir quand même. Je suis un travailleur social, je suis pas un médecin, donc c'est un médecin qui est mieux placé pour vous répondre. Oui, mais pour l'accompagner, il faut quand même que vous sachiez. Oui. Mais pour les affaires sociales, on a constaté, ça c'est un constat qu'on a fait, que c'est beaucoup plus la consommation de stupéfiants, les dépressions. Les femmes ont été déçues, le divorce, c'est-à-dire beaucoup de problèmes sociaux qui ramènent beaucoup de femmes à entrer dans ce stade de malade mental. Oui. D'accord. Monsieur Tefouette, je reviens à vous. Nous tirons bon an mal an vers la fin de cette émission spéciale. Alors, vous, au niveau du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et particulièrement dans la région du littoral, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de voie de recours pour la personne victime d'une maladie mentale? Est-ce qu'il n'y a pas une voie de recours pour lui permettre quand même de conserver sa dignité pendant cette période-là? Est-ce qu'il y a une législation au moins de ce côté-là? Aucune législation. Toujours rien. Et comme je voulais, en tout cas... Ça veut dire que le travailleur, il est complètement abandonné à lui-même. Même pas une voie de recours? Pour le moment, à ma connaissance, non. Et je crois que la chose à faire, c'est tout simplement de mener une politique d'inclusion pour faire sortir cette problématique de la pathologie mentale des tabous dans lesquels ils sont. Qu'est-ce qu'il faut? Lorsque vous observez le monde du travail, qu'est-ce qu'il faut? C'est vrai, il y a la législation, les textes, mais peut-être que ça ne suffit pas aussi. Oui, j'étais en train de dire qu'il faut, comme ce qu'on a fait dans la politique du sida, du VIH et du sida. C'est-à-dire créer un comité national de lutte contre les maladies mentales. Je n'en suis pas encore à ce niveau. Je suis un peu au niveau du débat comme celui que nous sommes en train de mener. C'est-à-dire qu'il faut instaurer, comme on l'a fait au niveau du BIT, une politique que le BIT avait baptisée des 3C. C'est-à-dire communication pour le changement des comportements. Premier, c'est communication. Deuxième, c'est changement. Et troisième, des comportements. En fait, il s'agit donc de faire de la problématique de la pathologie mentale un sujet de débat public, à l'instar de ce que nous sommes en train de faire. En fait, que cette émission soit le début de cette détaboutisation, afin que, en débattant, ça entre dans l'imagerie populaire que c'est une maladie comme les autres, et que le travailleur atteint d'une pathologie mentale ne devrait pas se faire rejeter, c'est-à-dire avoir son contrat du travail suspendu pour aller se soigner par ses propres moyens, mais qu'une législation soit mise en place en vue de sa protection. Dernière question, quel conseil donnez-vous à ce travailleur ou alors à la famille de ce travailleur victime d'une maladie mentale?
Tout simplement, à l'état actuel des choses, de se rapprocher des services sociaux compétents, c'est-à-dire les affaires sociales. Et vous-même? Je vous ai dit, en fait, nous sommes un peu dans l'administration du travail comme des juges. Nous n'appliquons que la loi. Vous pouvez anticiper? Anticiper, c'est la politique des 3C dont j'ai parlé parce que nous n'avons pas d'autres moyens que cela. Bien, nous arrivons au terme de cette émission spéciale sur la Journée mondiale de la santé mentale, la 75e édition qui se célèbre ce 10 octobre 2015. Et nous allons terminer donc avec Maître Abanga Marie-Angèle, qui est directrice nationale de GBM Foundation. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'est avec vous, on va dire le meilleur pour la fin. Vous êtes donc, je l'ai dit, directrice nationale de GBM Foundation. Aujourd'hui, on parle de santé mentale sur CRTV Littoral. Votre objectif, c'était lequel? Notre objectif aujourd'hui, en fait, c'était vraiment de la sensibilisation et d'encourager les gens à prendre au sérieux cet aspect de la santé mentale qui est aussi important que toute autre santé. Alors, 1 an d'existence, GBM Foundation, en tant que directrice nationale, comment entendez-vous vous déployer sur le terrain pour que votre message puisse passer en dehors de l'antenne qui vous a été donnée par CRTV Douala? Nous comptons beaucoup sur la collaboration avec les autres services aussi impliqués parce que nous sommes en fait partie de la société civile et nous ne pouvons que faire le peu qu'on peut, mais on doit être assisté, on doit être accompagné et en même temps, on doit aussi les accompagner. Ça veut dire que on peut plus facilement descendre sur le terrain, passer l'information et recueillir aussi les informations, mais on a besoin de l'accompagnement, soit des affaires sociales, soit de la santé publique, même du travail, pour qu'ils nous disent ce qui est mis en place ou bien ce qui existe déjà, pour qu'on puisse aussi dire aux gens, il y a tel service à votre disposition, en profiter et parler. C'est pas la fin. Si quelqu'un a un trouble mental, c'est pas la fin de la vie et vous avez, c'est pas la fin du monde et vous avez le droit de le faire. Et justement, c'est ça. Et une fondation, ça fonctionne quand même, on l'a dit tout à l'heure avec Madame Tako Bibiana, ça fonctionne quand même avec beaucoup de moyens, matériels, physiques, financiers et tout le reste. Comment est-ce que vous comptez vous implanter véritablement à travers le triangle national? Franchement, ça arrive aussi que nous sommes des êtres humains personnellement pleins de foi. Donc, on a commencé comme ça, mais on se dit, ça va grandir. Même un bébé, quand il a accouché, les parents ne savent pas l'université qu'il va fréquenter. Mais ils ont quand même un plan, ils espèrent. Et puis, ils disent, bon, nous, on prie. D'autres personnes, je ne sais pas sur quoi ils comptent, mais nous, on compte sur ça. Alors, on fait des appels au fonds. Des appels de fonds, oui. Des appels de fonds. Nous-mêmes, on met aussi notre peu. Et on s'est dit, c'est pour le bien de la communauté. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un contact éventuellement pour ceux qui nous écoutent, qui aimeraient cheminer avec vous dans ce combat qui s'annonce plutôt long? Oui, ça s'annonce vraiment plutôt long. Donc, on a un site web qui est le www.gbm-em.org. Et puis, bon, il y a email et puis il y a un numéro de téléphone. Email, c'est lequel? Vous l'avez déjà? C'est info@gbm-em.org. Et un numéro de téléphone éventuellement? Le 654 140 754. 654 140 754. C'est le seul numéro? Il y en a plusieurs, mais là, on peut déjà commencer par là. Bien, merci à tous d'être passés et vous pouvez compter de toutes les manières sur la CRTV. Merci beaucoup pour ce soutien de la CRTV, c'est très important. Du littoral, vous pouvez compter sur elle et nous ne manquerons pas de vous accompagner aussi loin que possible. Merci d'être passé. C'est un grand plaisir. Merci chers auditeurs d'avoir été des nôtres. À très bientôt pour une autre édition spéciale encore. Restez sur la CRTV, station régionale du littoral.